qui voulait que l'État régule le marché, il adressait à messieurs les membres de la Chambre des députés cette fausse pétition des marchands de chandelles. Messieurs, nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous fait une guerre si acharnée que nous soupçonnons qu'il nous est suscité par la perfide Albion, d'autant qu'il a, pour cette île orgueilleuse, des ménagements dont il se dispense envers nous. Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toute fenêtre, lucarne, abat-jour, contrevent, volet, rideau, vasista, œil de bœuf, store, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale. Ce petit texte drôle et insolent est considéré comme l'un des textes fondateurs de la pensée libérale. Et Ronald Reagan comme Margaret Thatcher aimaient à le citer. La théorie étant belle, ça valait le coup de l'essayer. Malheureusement, elle ne marche pas. Les règles du marché ne sont pas optimales. Et l'équilibre d'un marché peut faire beaucoup de dégâts et peut même produire de l'instabilité. Je crois même que l'instabilité est congénitale au système. Ce qui nous ramène à l'idée qu'il faut bien un système de règles, quelqu'un pour les formuler, quelqu'un pour les administrer et les surveiller. On est bien obligé d'en passer par là. Donc ça nous ramène à la recherche d'un équilibre intelligent et productif entre la puissance publique et la société commerciale et civile, plutôt qu'à la disparition de l'État hors l'armée et la police. En d'autres termes, si je comprends bien, ce dont nous souffririons, ce ne serait pas d'être encombrés d'un État trop lourd, trop dispendieux, mais bien au contraire du fait que depuis trop longtemps, l'État s'est mis en matière d'économie aux abonnés absents. Il faudrait plus d'investissement public, plus de règlements et plus de fonctionnaires pour les faire appliquer. Oui, mais là, j'en connais qui vont pas être d'accord. Aujourd'hui, on a un mépris pour l'argent public qui est scandaleux. L'argent public, c'est l'argent de tous, c'est celui auquel on devrait attacher le plus d'importance. On considère que c'est une res nullius, que ça n'appartient à personne et qu'on peut le dilapider en toute impunité. C'est quelque chose de scandaleux. Chaque euro public doit être dépensé avec le maximum d'efficacité et surtout dans un pays qui va aller vers une dette du PIB de 70%. C'est pour ça qu'il faut raisonner de manière économique et notamment sur l'offre de santé. Ça, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui je n'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe. On ne parle pas de la même chose. Eh oui, les caisses sont vides. Et les déficits enflent. Déficit de l'État, de l'assurance chômage, du commerce extérieur, déficit, déficit, déficit. Sans oublier l'inévitable, l'incontournable déficit, celui de la sécurité sociale, l'inénérable trou de la Sécu. D'année en année, il nous est resservi à toutes les sauces. Il nous est vertement reproché, on l'agite comme un épouvantail, justifiant toutes les mesures d'économie. Et pourtant, il tourne toujours notre fameux système de santé. Pas toujours bien, pas toujours comme on le souhaiterait, mais enfin, il tourne, non? Il tourne, et il tourne même plutôt pas mal. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé lui décernait même le titre de système le plus performant en termes de dispensation et d'organisation des soins de santé. Autrement dit, notre système de santé était celui qui permettait au plus grand nombre d'accéder aux soins. Depuis lors, l'Organisation de la santé à la française n'a cessé de faire débat. Érigée en référence ultime pour les uns, dénoncée comme une gabegie sans fond pour les autres. Ce qui est certain, c'est que le déficit comptable de la sécurité sociale perdure d'année en année et que chaque année, l'État le comble. En 2008, ce déficit s'est élevé à une dizaine de milliards d'euros qui sont venus augmenter d'autant la dette publique. Mais somme toute, n'est-ce pas le prix à payer pour un système reconnu par le monde entier ou presque comme l'un des meilleurs ? Non, d'abord, j'appelle votre attention sur le fait que notre système de santé, il est en train de se dégrader très fortement. L'offre de soins, elle doit être organisée. Et il y a un gaspillage qui est absolument énorme, avec des degrés d'inefficacité dans la production des soins qui ne sont pas acceptables. Je vais vous donner un exemple. Il y a toute une partie de la médecine qui est en train de s'industrialiser.
Un exemple type, quand on prend par exemple les analyses, pendant longtemps, c'était des laborantins ou des laborantines qui faisaient des dosages avec des éprouvettes. Aujourd'hui, vous avez des machines qui peuvent faire ça de manière considérable. En quelques minutes, vous faites des centaines d'échantillons. Cette partie d'industrialisation de la médecine, il faut la prendre en compte parce qu'elle permet de faire des gains de productivité et ces gains de productivité permettent d'économiser. Donc l'approche économique, elle est tout à fait justifiée, y compris en matière de santé. Merci. Augmenter la productivité des services de santé, après tout, pourquoi pas? Sauf que, comment mécaniser un service de maternité comme celui-ci, à l'hôpital de Rodez? Un hôpital qui concentre des moyens matériels et humains énormes, regroupés là, justement, dans un souci de rationalisation et d'efficacité. En 2007, 1400 bébés sont nés ici, soit un peu plus de 4 par jour. Comment concilier l'efficacité des soins, l'humanité de l'accueil et l'exigence de productivité qu'impose une approche économique de la santé sans remettre en question le principe de l'égalité d'accès aux soins qui fonde le système français? Et pourtant, face à un déficit de la sécurité sociale réputé incommensurable, cette vision comptable guide souvent l'action des gouvernements. Quand j'entends à propos du déficit de la sécurité sociale le mot de incommensurable, je hurle. Il est tout à fait commensurable, il est même mesuré à moins de 2% du chiffre d'affaires de la dite sécurité sociale, ce qui est grave à financer, mais pas beaucoup. Et donc totalement tolérable. Après, tout dépend de ce qu'on veut, et tout dépend des idées qu'on a dans la tête. Quelqu'un est malade, on peut le laisser crever parce qu'il est devenu non capable de coopérer à l'effort humain et qu'il n'a plus d'intérêt. C'est une vision des choses. Auquel cas, le coût est nul. Et on ne paye pas grand-chose. On répare ses capacités de produire. C'est un gain pour la société. Mais c'est aussi une autre vision. Vous faites vos choix. Si je suis bien ce qu'on vient de dire, tout n'est question que d'interprétation. Ou bien la politique détermine les choix économiques du pays, ou bien c'est l'économie du monde globalisé qui impose ses choix politiques au pays. Si le politique prime, il faut que l'État ait les moyens d'orienter l'économie, donc d'investir, de payer les fonctionnaires qui font tourner la machine. Et quand les caisses sont vides, eh bien l'État doit creuser sa dette publique. Oui, mais si la dette augmente, l'État a de moins en moins de moyens. C'est sans fin, cette histoire. Et le fait d'avoir à payer de plus en plus de dettes veut dire que l'argent des impôts qui rentrent va servir de moins en moins à faire tourner les écoles, à goudronner des routes, à faire des hôpitaux et à payer les fonctionnaires ou l'armée. De moins en moins et de plus en plus pour la dette. C'est ça qui est très angoissant et tout de même grave. Bon, la dette, c'est certain qu'elle est le fruit de lâcheté successive, y compris de la part de ceux qui donnent dans le tout comptable. Lorsqu'ils décident d'accorder massivement des exonérations fiscales qui profitent aux plus riches et qui ne rapportent rien à l'économie du pays, ils accroissent la dette en vain, sans qu'il y ait la promesse de richesse future. Mais lorsque vous décidez d'affecter à l'école des moyens importants, vous investissez dans l'avenir. Même chose pour la recherche scientifique, même chose pour la culture, même chose pour les infrastructures. Il y a des investissements productifs et puis il y a des dépenses absurdes, inutiles et coûteuses. Sachons distinguer les unes des autres. Donc la dette, c'est comme le cholestérol. Il y a du bon et du moins bon. Le tout, c'est de se mettre d'accord sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. C'est facile à dire comme ça, mais dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Payer un professeur pour les générations futures, c'est absolument un investissement. En plus, en France, on est un peu fou là-dessus. D'abord, il y a des sondages, il faut les lire. Y a-t-il assez de juges? Non, pas assez. Y a-t-il assez de clercs, de greffiers en justice? Pas assez, on n'exécute pas. Y a-t-il assez d'infirmières dans les hôpitaux? Grave déficit. Y a-t-il assez de policiers? Non, pas assez, etc., etc. Y a-t-il assez de profs? À peine, plutôt pas assez. Y a-t-il assez de surveillants dans les lycées et collèges? Certainement pas, c'est le grand drame. À toutes ces catégories professionnelles, sauf peut-être les soldats, et encore, les Français répondent qu'il n'y en a pas assez. Et puis quand on leur demande s'il y a assez de fonctionnaires, ils répondent qu'il y en a trop.
fond du problème, c'est que qu'est-ce que l'État? L'État, c'est une société de services. Ce n'est pas, évidemment, l'État, ce sont les services publics. Donc, l'essentiel des dépenses de l'État, ça va toujours être des dépenses de personnel. Ça va être les infirmières, les médecins, les professeurs, les militaires, les policiers. Donc, imaginez que l'on puisse faire fonctionner une société de services sans personnel. L'idée de ne remplacer qu'un sur deux des fonctionnaires qui partent en retraite est une espèce de catastrophe parce que c'est une idée trop simple, trop bête. Il y a des endroits où il en faudrait plus, et qu'est-ce qu'on va faire dans ces endroits-là? Et puis, il n'est pas question de diminuer la qualité